C'est du jamais vu. Jamais la crise qui touche les urgences dans les hôpitaux n'a été aussi grave. Dans la presse, on se demande si on va passer l'été. On décrit un système de santé à terre. Des docteurs parlent d'une crise plus grave que celle du Covid, pendant que les syndicats et les collectifs de soignants appellent désespérément à l'aide. Une dernière alerte, avant de devoir compter les morts, ce sont leurs mots. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Comment les gouvernements successifs ont-ils mis les hôpitaux à genoux ? Pourquoi la pandémie n'y a-t-elle rien changé ? Et surtout, comment faire cet été si vous faites partie de ceux qui tombent malades ou qui ont un accident au mauvais moment ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. L'hôpital public est littéralement en faillite. 2/3 des centres hospitaliers n'arrivent plus à fonctionner normalement et 99% anticipent des difficultés d'ici à 2023. Alors comment se traduit cette crise ? Commençons par les urgences, car c'est bien de cela dont les gros titres des journaux parlent lorsqu'ils se demandent si on va passer l'été. 127 services d'urgence en France se trouvent en grande difficulté. Ça représente 20% des établissements publics et privés. Certains hôpitaux l'ont annoncé, ils vont devoir fermer leurs services d'urgence cet été et d'autres ont même déjà commencé au mois de mai. En tout, un service d'urgence sur 5 en France serait menacé de fermeture. Dans cette tribune publiée dans Le Monde le mois dernier, le chef de l'hôpital Avicenne à Bobigny le dit, il va y avoir des morts. J'ai demandé à Anne Gervais, médecin à l'hôpital à Bichat et à Louis Mourier, comment nous allions traverser la crise cet été, puisqu'autant de services vont devoir fermer. Ils ne vont pas être fermés, ils sont fermés. C'est-à-dire il y a d'ores et déjà, en gros, 1/7, un service d'urgence sur 7 qui est fermé, soit complètement, soit partiellement. C'est-à-dire 120 services sur 680 en France. Donc c'est actuel. On n'arrive pas à remplir les plannings de garde pour les médecins et on n'a pas ce qu'il faut comme infirmières et paramédicaux. Les journalistes disent toujours, c'est pas vous, comment on va faire pour éviter la crise ? Non, comment on va faire pour sortir de la crise ? C'est ça le problème. C'est que la crise, on est dedans, ça y est. À l'hôpital Louis Mourier, j'ai la moitié de mon service qui est fermé faute de personnel. À l'hôpital Bichat, le temple de l'infectiologie, on a un quart du service fermé. Donc, c'est actuellement pas que les urgences. Alors pourquoi ces services se mettent-ils à fermer ? Car il n'y a plus de personnel hospitalier pour les faire fonctionner, à cause de congés maladie, de vacances ou tout simplement de départs massifs. Si l'on parle beaucoup de la crise des urgences, c'est parce que la fermeture de ces services a quelque chose de spectaculaire. On s'imagine aisément se casser une jambe ou tomber soudainement très malade, aller à l'hôpital et trouver porte close. Mais il faut bien comprendre que la crise des urgences, c'est surtout celle de l'hôpital public dans son ensemble. Les deux sont indissociables. Pour comprendre, j'ai interrogé l'économiste Nathalie Coutinet. Elle est spécialiste de l'économie de la santé et a suivi de très près la situation dans les hôpitaux ces dernières années. Et on estime qu'il y a près de 800, entre 750 et 800 infirmiers qui ont quitté leur poste depuis le mois d'octobre. Ça, c'est du jamais vu en France ? Ah, c'est jamais vu, c'est inédit. Mais pourquoi les soignants quittent-ils massivement l'hôpital public ? On pourrait premièrement penser au salaire, très faible en France. Si on se compare avec l'Allemagne ou l'Espagne, le salaire moyen des personnels soignants est un petit peu supérieur au salaire moyen du pays, de manière générale. C'est-à-dire que les soignants gagnent à peu près, même un petit peu plus que ce que gagne la moitié des salariés espagnols ou des salariés allemands. En France, le salaire des soignants est inférieur au salaire moyen. Donc ça veut dire qu'une infirmière, un infirmier, une aide-soignante, un aide-soignant en France gagne moins que le salaire moyen, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Mais les salaires ne font pas tout. Et ce n'est qu'une des nombreuses revendications des soignants. Leurs conditions de travail se sont considérablement dégradées ces dernières années. Ils n'ont pas assez de matériel, ils sont de moins en moins pour s'occuper de plus en plus de patients. Et aux urgences, la fermeture d'autres services spécialisés ou la diminution du nombre de médecins de ville dans certaines régions entraînent un afflux de patients en tout genre aux urgences. Résultat, les soignants manquent de moyens, leurs conditions de travail se dégradent et surtout, ils manquent de temps. Je me suis rendu compte, en fait, qu'en consultation, j'ai eu un vieux monsieur, il y a 2-3 ans, et je me suis reprise au moment où, entrant dans le box en hiver, je me suis mise à déboutonner son impair pour aller plus vite. C'était pas normal. Ça, c'est pas normal. Parce que
Les vieilles personnes vont très lentement. Et moi, ma consultation, c'est 20 minutes. Et comme il y a de plus en plus d'activités, que les patients sortent plus vite de l'hôpital, j'en rajoute. Je fais du surbooking dans ma consulte. Et il faut que ça dépote, quoi. Donc, le gars qui met déjà du temps à se déshabiller, ça me fait perdre 5 minutes. On en est là. C'est pas très bien, vous voyez ? Les soignants font aussi état d'une perte de sens. Ils ont le sentiment de ne plus pouvoir exercer dans les règles de l'art. Certains ne sont plus fiers de ce qu'ils font. Vient s'ajouter à cela la crise sanitaire et la dégradation déjà plus ancienne de l'hôpital, qui ont empêché de nombreux soignants de prendre du repos, puisqu'il était impossible de prendre des congés lorsque les hôpitaux français étaient en plan blanc. La crise n'a pas été traitée, selon les médecins, et ces éléments accumulés découragent les soignants. Si on est plutôt moins bien payé que les autres autour, et en plus, on rame beaucoup plus à contre-courant pour avoir les scanners, pour avoir l'accès au plateau d'endoscopie, parce qu'il n'y aura pas d'infirmière, il n'y aura pas d'anesthésiste, etc. Là, ça devient intolérable et on s'en va. Ça crée de la souffrance pour vous au travail ? Oui, c'est du travail empêché, quoi. On n'arrive pas à bien faire notre boulot. Donc oui, c'est une souffrance. Le résultat, c'est que bon nombre d'entre eux désertent l'hôpital public, et ce, depuis des années. Et pour comprendre comment on a pu mettre les soignants dans cette situation, il faut faire un peu d'histoire. Depuis la fin des années 80, l'hôpital public en France a subi 2 types de réformes. Les premières sur son organisation, les secondes sur son financement. L'objectif, c'était de contraindre les hôpitaux publics à imiter le fonctionnement des entreprises privées. Au début, ça a été graduel, le temps de faire accepter ce changement de paradigme. Puis, au début des années 2000, tout s'est accéléré. Je suis obligé d'assurer l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Revenons sur quelques moments clés. L'ordonnance de 2005 modifie l'organisation des hôpitaux en imposant une structure pyramidale. C'est important parce que c'est le point de départ de la domination de la logique managériale dans les hôpitaux. Ce qui ne va pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement le manque de budget. C'est toute cette logique dont l'hôpital subit les conséquences. À ce moment-là, gros changement. Puisqu'on pense comme dans une entreprise, on se dit qu'il faut motiver les chirurgiens, par exemple, et donc on se met à les payer à la performance. Ça, c'est pour l'organisation. Mais il ne faut pas oublier les réformes de financement. Encore une fois, ça a l'air un peu compliqué et théorique, mais c'est fondamental. En 2005 toujours, on instaure la T2A, la tarification à l'activité. L'idée, c'est de définir un prix pour chacun des actes médicaux et donc de rémunérer l'hôpital en fonction de son activité, comme une entreprise. Pour ça, les malades sont placés dans des groupes auxquels correspondent des rémunérations par type d'acte. Un patient devient donc plus ou moins rentable en fonction du temps et de l'argent qu'on va passer pour le guérir. Un patient qui guérit vite après une opération est rentable, alors qu'un patient sous assistance respiratoire coûte cher et qu'on n'est même pas sûr qu'il soit rétabli à la fin. Il est donc peu rentable. Toute cette logique conduit à une forme de course à la rentabilité au sein de l'hôpital public qui a de nombreux effets pervers. On va par exemple faire sortir trop rapidement des patients de l'hôpital ou certains hôpitaux vont se spécialiser dans les pathologies les plus rémunératrices, comme la chirurgie orthopédique. Et ils vont délaisser les services les moins rentables, donc fermer des lits. Ça concerne des services comme les urgences, par exemple. Et le tout ne permet même pas de réellement économiser de l'argent. C'est pas rationnel de nous faire chier avec les indicateurs, avec le fait d'être à l'équilibre budgétaire. Parce que ça coûte plus d'argent. La T2A, c'est plein de contrôles, plein de gens, des contrôleurs de gestion, l'agence technique de l'information hospitalière. C'est, je crois, entre 35 et 50 millions d'euros. Donc, c'est une grosse machine pour savoir ce que coûtent les maladies, combien vous dépensez par hôpital, etc. Donc, ça coûte énormément d'argent de fonctionner comme ça. Tout ça sur fond de politique libérale, une logique qui cherche de plus en plus à faire des économies, entraînant une réduction des budgets d'année en année. En France, il y a un indicateur qui s'appelle l'ONDAM. C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. L'ONDAM est fixé chaque année par la loi de finances de la sécurité sociale. Cet ONDAM a longtemps baissé ou stagné et aujourd'hui, il augmente un tout petit peu, autour de 2%, mais il augmente surtout pour la médecine de ville plus que pour l'hôpital. On fait toujours peser les économies sur l'hôpital. La caisse de sécurité sociale avait estimé qu'il faudrait que les dépenses augmentent à peu près de 4% à 4,5% par an pour compenser le coût des médicaments qui augmente, le coût des équipements qui augmente. La médecine, elle est aujourd'hui plus chère qu'elle était avant, elle est plus technique.
mais on est aussi mieux soigné. Elle coûte plus cher et qu'il faudrait qu'on ait un Ondam, donc cet objectif de dépenses, qui soit à 4,5%. Il était, avant la pandémie, à 2,1%. Ça veut dire qu'à chaque fois, on prévoit une progression du financement de l'hôpital qui est inférieure à ce dont il aurait besoin pour fonctionner. Donc forcément, on le met en difficulté. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette dégradation de l'hôpital public a des conséquences bien réelles. Selon Anne Gervais, on pourrait bien découvrir un nombre de morts plus élevé dans quelques années. Alors, les conséquences, c'est un retard à la prise en charge. Il y a des histoires d'ores et déjà de catastrophes qui se sont passées. Je veux dire, on a entendu parler d'un patient à Strasbourg qui a eu une hémorragie digestive et qui est décédé alors qu'il n'aurait pas dû. Moi, j'ai vu des patients qu'on déprogrammait parce qu'ils devaient avoir un dépistage de cancer du côlon, puisque je suis gastro-entérologue, une coloscopie, et on n'a pas pu l'hospitaliser pour le faire parce qu'il n'y avait pas la place. Et il part dans la nature, il revient 6 mois plus tard en occlusion avec un cancer qui a grossi. Pour l'instant, impossible de mesurer tout ça avec précision, mais quand on sera en mesure de le faire, il risque d'être trop tard. Au total, c'est des chiffres qui devront être vus dans 5 ans. C'était quoi les cancers il y a 5 ans et dans 5 ans? Est-ce qu'on les a dépistés au même stade ou pas? Est-ce qu'on a réussi à hospitaliser les accidents vasculaires cérébraux ou pas? Actuellement, on a 20% des lits d'accueil des urgences d'accidents vasculaires cérébraux, les artères qui se bougent dans le cerveau, qui sont fermées en Île-de-France. Donc les gens ont le cerveau débouché sur un brancard aux urgences. C'est pas optimal. Donc potentiellement, il y aura des séquelles. Donc potentiellement, c'est des hémiplégiques. Le 7 juin dernier, les soignants sont descendus dans la rue et depuis plusieurs années, ils manifestent dans l'indifférence générale. En danger, infirmiers, malmenés, la santé est en danger. À l'hôpital, le travail nous tue. Les slogans témoignaient de l'exaspération des manifestants. Tous évoquaient des conditions d'exercice devenues insupportables et leurs conséquences. Avant un regain d'intérêt de l'opinion publique lors de la crise du Covid. Si elle a été extrêmement difficile à traverser, il s'agit pourtant de la période où les soignants ont le plus été soutenus par le gouvernement. La première vague Covid, c'était du bonheur. C'est horrible à dire. Mais c'était la parenthèse magique où qu'on disait « mais il nous faut du personnel », on l'avait. Il nous faut du matériel, on l'avait. J'ai mis 3 heures à avoir des ordinateurs pour ouvrir une aile, qui était une aile de post-Covid, on va dire. Il m'avait fallu 3 ans pour avoir mon ordinateur quand je suis partie à Le Maurier. Pendant la crise, le gouvernement a assuré avoir compris, avoir changé et a mis en place notamment le Ségur de la santé, censé répondre aux besoins des soignants. Le 25 mai dernier, au lancement du Ségur, suite à l'impulsion donnée par le président de la République, les commentateurs prédisaient au mieux un échec, au pire un coup pour rien. Force est de constater que si les discussions ont été franches, parfois musclées, et je crois que tout le monde sort gagnant de ce Ségur. Souvent, c'est la réponse qui va nous être donnée par le gouvernement. Non mais si, on a pris le problème de l'hôpital public très au sérieux. La preuve, on a fait un Ségur de la santé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Alors, bullshit. Le Ségur de la santé a été fait sur 4 piliers. Il y avait les rémunérations, le financement de l'hôpital. Le 3e pilier, c'était la gouvernance interne, la démocratie interne. On va dire, le 4e, les territoires. Les territoires n'ont rien réglé sur l'organisation. Est-ce qu'on fait de la prévention du communautaire? Est-ce qu'on a autre chose que des docteurs à l'extérieur de l'hôpital pour prendre en charge les patients? Sur les rémunérations, on n'est pas arrivé à autre chose que dégeler un peu le point d'indice. Sur le financement de l'hôpital, on n'a absolument pas rénové le système. Le principe, quand même, c'est de réguler la dépense publique. Les mesures, ça a été essentiellement de réduire la dette. Alors, c'est un autre problème, parce que les investissements
des hôpitaux pour ne pas gréver les budgets de l'État. Donc, depuis des années, on dit aux hôpitaux, mais empruntez pour financer vos investissements. Sauf qu'emprunter, il faut être capable de rembourser. Et quand on est déjà dans une situation financière difficile, on ne peut pas rembourser sa dette. Donc, effectivement, l'État va reprendre 1/3 de la dette des hôpitaux, mais les hôpitaux gardent quand même les 2/3, il faut le rappeler. Et puis, on a un grand plan d'investissement de 19 milliards d'euros qui a été annoncé. Mais ces 19 milliards d'euros, c'est sur 10 ans. Ce n'est pas 19 milliards d'euros, là, c'est sur 10 ans. Plus un peu de financement du plan de relance, mais on ne sait pas très bien comment ça va être financé, comment. C'est très peu clair, le financement du plan de relance. Et donc, finalement, ce n'est pas beaucoup. Si on regarde les sommes qui ont été mises pour sauver l'industrie automobile ou sauver l'industrie aéronautique pendant la pandémie, ce sont les mêmes montants, mais c'était tout de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de volonté politique de régler la question de l'hôpital public. C'est même à se demander si, finalement, la volonté politique, ce ne serait pas de laisser s'effondrer l'hôpital public en disant, bah, voyez, de toute façon, ce n'est pas possible de conserver ces hôpitaux, ils sont trop déficitaires, etc. Il y a trop de difficultés. Et de faire ce que je pense et ce que fait donner le rapport de la Caisse des dépôts et consignations il y a quelques mois, c'est-à-dire de transformer les hôpitaux publics en hôpitaux privés non lucratifs. C'est un petit peu l'idée, semblerait-il, qu'a le président Macron. Et donc, finalement, le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est de laisser mourir les hôpitaux publics, ce qui est en train d'être fait. Le danger avec ces hôpitaux non lucratifs, c'est qu'ils pourraient ne pas prendre en charge toutes les pathologies. Et on pourrait se retrouver sans service d'urgence dans certaines régions, par exemple. Force est de constater par ailleurs que les hôpitaux privés qui existent déjà aujourd'hui n'ont pas de service d'urgence, car ce n'est pas rentable. Ce qui était extraordinaire en France, c'était l'accès. L'accès était pour tous. Et bien, progressivement, l'accès, il va être différencié en fonction de votre capacité à payer. Comme on voit dans les séries américaines, on voit des séries médicales américaines, la première chose que on demande à l'accueil, c'est quelle est votre assurance? Nurse Tickleton, I want you to take good care of my friend Maggie here. Don't worry, take care of you. Name and insurance, please. Maggie Kent. And none. La France se dirigerait-elle vers une privatisation de ses hôpitaux? Anne Gervais partage le point de vue de Nathalie Coutinet sur ce point. Elle estime que l'hôpital public va s'effondrer si rien n'est fait urgemment. Moi, je veux leur dire que maintenant, c'est dans une situation telle que s'ils ne lâchent pas le contrôle et qu'ils ne nous donnent pas, on va dire, un peu de démocratie interne, une reconnaissance de notre travail, qu'elle soit, et pas que salariale. C'est du temps, c'est des ratios, je l'ai dit, c'est le respect de la façon de travail. On va dans le mur, on est dans le mur, mais peut-être qu'il n'y aura plus d'hôpital public tel que vous l'avez vécu dans 2, 3, 5 ans. C'est possible. Alors maintenant qu'on sait tout ça, en tant que citoyen ou citoyenne qui regardez cette vidéo, ça ne résout pas votre problème personnel. Que faut-il faire cet été si on est malade ou si on a un accident sans service d'urgence? J'ai posé la question à mes 2 invités. En tant que potentielle patiente, moi, qu'est-ce que je fais si je tombe malade cet été? Je pense que la meilleure chose, c'est de ne pas tomber malade. Alors, si vous tombez malade de manière extrêmement grave, vous serez pris en charge. Si vous avez un accident de voiture, etc., alors les services d'urgence resteront ouverts. Par contre, les pathologies moins importantes, ce qu'on pourrait appeler la bobologie, mais ça n'existe pas vraiment, mais là, vous allez avoir des temps d'attente extrêmement importants. Votre enfant se casse le bras dans la station balnéaire ou à la montagne où vous êtes en vacances. Vous risquez d'avoir beaucoup de temps avant qu'il soit pris en charge par l'hôpital public. Parce que, effectivement, les services d'urgence vont prioriser les patients les plus graves, les plus en danger. Probablement, il y aura quand même un numéro d'appel. Il y a un vrai risque qu'il ne soit pas bien pris en charge. Il faut essayer de trouver des généralistes. Le pharmacien bafouera des réponses. Très concrètement, je pense qu'il va y avoir des catastrophes. Vous l'aurez compris, l'état de l'hôpital public ne pourra pas s'améliorer sans une transformation profonde de son financement et de son organisation. En attendant, les soignants et les patients paient les pots cassés de ces décennies de politiques publiques inadaptées, centrées sur le chiffre et la performance. Ça semble clair aujourd'hui, traiter un système de santé public comme une entreprise privée ne fait que créer de la souffrance et des dysfonctionnements majeurs. Poussés à bout, certains soignants ont décidé de faire grève en plein été, comme au CHU de Bordeaux où 600 lits sont fermés. Malgré les alertes répétées du personnel de santé et des directeurs d'hôpitaux, rien de significatif n'a été fait pour pallier à cette crise de l'hôpital devenue la norme.
Face à l'urgence de cet été, le gouvernement a annoncé que les heures supplémentaires seront payées double et que les élèves infirmiers pourront être employés immédiatement, mais aucun changement profond. Et surtout, ça ne permet pas de réellement faire face aux urgences fermées. À l'heure où nous tournons cette émission, le 30 juin, le gouvernement dit préparer un cocktail de solutions, mais pour l'instant, rien n'a été annoncé. Voilà, c'est la fin de cette émission un peu particulière sur l'hôpital public. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. À Blast, nous sommes totalement indépendants. Nous ne sommes financés que par vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don sur blast-info.fr. Nous allons diffuser des vidéos tout l'été et on essaie de vous préparer un programme intéressant. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et en attendant, je vous souhaite plus que jamais de rester en bonne santé vu l'état de l'hôpital public. À très bientôt.